La clarté du dehors ne distrait pas mon âme. La plaine chante et rit comme une jeune femme. Aujourd'hui existe Internet et j'y continue mon émission, écran d'arrêt. Mon cousin m'a dit un jour que sa vie rêvée était dans une maison perdue dans la forêt, et dans laquelle se trouvait un ordinateur connecté à Warcraft. Et pourquoi pas? Certains s'isolent dans la musique, le cinéma, le jeu vidéo, et en sont très heureux. Mais pour le philosophe Jean Baudrillard, il existe une lobotomisation récente qu'il appelle une violence d'apaisement qui efface notre singularité. Cette violence prend aujourd'hui la forme du virtuel, c'est-à-dire qui travaille à mettre en place un monde affranchi de tout ordre naturel, que ce soit celui du corps, du sexe, de la naissance ou de la mort. Ce mot du virtuel, on l'entend de plus en plus souvent et pour nous dire qu'il nous aliène. Sommes-nous donc tous lobotomisés? 81 moins 9, 72. 72 moins 32. Heureusement que c'est sur 40. 40, oui, bonne réponse. 40 fois 40. Quand il était petit, François Truffaut faisait les 400 coups. Son père était absent et sa mère peinait à l'éduquer. Alors, quelquefois, il fuguait. Il s'enfermait dans une salle obscure pour regarder des films. Comme il le dit lui-même à la radio en 69. J'ai commencé très tôt à m'évader dans les films. Et puis finalement, on porte ce monde-là avec soi. Parce que faire un film, c'est merveilleux de ce point de vue-là. Orson Welles a dit c'est le plus beau jouet électrique du monde, mais c'est vrai, c'est une façon de refaire un monde à son idée. Refaire le monde à son idée, c'est être le roi, alors que la réalité demande de se confronter aux individus et à leur volonté. Ce monde parallèle, il a un nom, c'est le virtuel. Pour le CNRTL, le virtuel est opposé au réel, c'est ce qui est en puissance et qui ne se manifeste pas. C'est une image, en physique optique par exemple. Une image virtuelle est ce qui est derrière un miroir, de telle sorte que nous voyons l'objet à une distance à laquelle il n'est pas. Le virtuel est donc ce que l'on voit, mais qui n'est pas. Par exemple, lorsque je vois, c'est le réel, en quelque sorte. Mais si je vous prends en photo, le sujet est virtuel, c'est une représentation. Le philosophe Clément Rosset a beaucoup parlé du réel, qu'il appelle objet singulier, parce qu'il offre une expérience unique. Pour lui, la photo, la vidéo sont limitées par le virtuel, parce qu'il crée des doubles, des clones. Ils n'ont pas l'étincelle du réel, qui est sa singularité. L'objet réel est en effet invisible, ou plus exactement inconnaissable et inappréciable, précisément dans la mesure où il est singulier. C'est-à-dire qu'aucune représentation ne peut en suggérer de connaissance ou d'appréciation par le biais de la réplique. Le réel est ce qui est sans double, soit une singularité inappréciable et invisible, parce que sans miroir à sa mesure. Un exemple de ce qui est singulier dans le réel, c'est la notion de hasard. C'est le tout peut arriver qu'essaye de copier le jeu, mais que jamais il ne parviendra à restituer. Si vous regardez l'émission de Michael Steven Vsauce, un épisode est consacré au hasard. Michael Steven explique que le hasard vient de l'absence de patterns. Des patterns, ce sont des indices récurrents nécessaires à l'établissement d'une loi. Le réel, lui aussi, répond à des lois, mais au niveau atomique, qui expliquent nos pensées par des connexions dans les synapses, ou bien le temps qu'il fait, par des changements d'état de gaz dans l'atmosphère. D'ailleurs, regardez Vsauce à tout prix. Michael Steven est une encyclopédie vivante. Lorsque nous jouons, par exemple, l'univers répond à des lois qui font qu'à chaque partie, notre expérience se répète indéfiniment. Je peux revoir un film, relire un livre, l'œuvre sera la même. La seule chose qui change, c'est l'expérience que j'en ai. Les philosophes du XXe siècle ont vu grandir une société de consommation qui donne une grande place à l'image. On va un selfie, ma soeur, son anniversaire. Le virtuel est né de notre consommation abusive d'œuvres, qui nous donne un rôle au sein de la société du spectacle. Le cinéma, le jeu vidéo, la photo attisent ce rôle et nous offrent une identité quelquefois copiée et pas très honnête. C'est pourquoi Jean Baudrillard fustige beaucoup ceux à qui profite notre goût pour les belles images. Il dénonce un éloignement d'avec la réalité, un éloignement consenti parce qu'on a tous préféré vivre dans la matrice. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Il est d'ailleurs drôle de voir qu'au début de Matrix, Neo ouvre un livre, Simulacre et Simulation, un ouvrage essentiel de Jean Baudrillard. Enfin, si le virtuel est ce qui nous illusionne, il n'est pas né au XXe siècle,
Beaucoup ont rêvé grâce à la religion, la littérature. Prenez Emma Bovary, c'est dans les livres qu'elle rêve d'un monde impossible. Elle aurait voulu vivre dans quelques vieux manoirs comme ces châtelaines au long corsage qui, sous la trèfle des ogives, passent leur jour, le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Et à la fin, elle se suicide. Mais j'ai pu discuter avec Guillaume Delair, un étudiant en littérature qui différencie le virtuel de l'illusion. Je pense, non, il faut différencier. Emma Bovary, la littérature qu'elle lit, c'est du virtuel. Par contre, le roman, enfin le personnage d'Emma Bovary, c'est quelqu'un qui va... quand on se met à croire au virtuel et à ne plus différencier le virtuel et le réel, là on vit dans l'illusion. D'où le fait qu'on perd ses illusions au bout d'un moment. Les illusions sont quelque chose, quand on prend quelque chose pour l'arrêter, ce qui n'est pas. Oui. À l'inverse, là, le virtuel, quand tu as toujours cette différenciation-là, quand tu éteindras ton écran, bah, tu sauras que tu es de retour dans le monde réel et ce qui est dans ton écran reste dans ton écran. Mais la pauvre Emma, elle n'a pas choisi cette vie. C'est la société qui l'a obligée à se réfugier dans le virtuel. Emma, elle se fait chier. C'est dur à dire si on choisit librement le virtuel. La liberté, c'est assez flou, hein. Le drogué se dit libre, et jamais on n'a été aussi libre que sous l'occupation. Certains prétendent que l'expérience du virtuel nous aliène, mais c'est librement qu'on l'a choisi. Et vas-y, laisse pas jouer. Si vous regardez l'épisode 3 de True Detective, on y découvre l'église du renouveau, une des nombreuses branches du christianisme américain. Le prêtre alterne entre promesses et menaces pendant que le personnage Rothko toise la foule d'un œil critique. Rothko explique en quoi ces gens sont manipulés par un mensonge séduisant. Not everybody wants to sit alone in an empty room beating off the murder manuals. Some folks enjoy community, the common good. Yeah, well, if the common good's got to make up fairy tales, then it's not good for anybody. Selon Rothko, ce qu'il appelle des contes de fées, ce sont des mensonges pour nous manipuler. Il doute de la liberté avec laquelle ces croyants ont choisi cette église. Ils pensent qu'ils sont assez guidés par un déterminisme social. Ils sont pauvres, donc débiles, donc aliénés. Essayons d'être moins sévères. On a dit que le virtuel nous ramenait à l'imaginaire. Et l'imagination est une chose positive, qui permet de vaincre nos peurs, d'avoir confiance en nous, ou bien de développer notre intellect. L'imaginaire nous permet de simuler des expériences. Par exemple, le jeu, il nous identifie à des personnages, il nous confronte à des problématiques. L'enfant a besoin de contes de fées. C'est ce que pensait Bruno Bettelheim, qui était psychologue et qui a beaucoup travaillé avec les enfants autistes. L'imagination et la lecture de contes de fées permettant aux enfants d'affronter leurs peurs. Par les contes de fées, les enfants trouvent une vérité profonde, une réponse à leurs interrogations, une nourriture imaginative et un visage à leurs peurs. Le jeu est souvent utilisé pour donner confiance à l'enfant. On a même découvert que la répétition d'un pattern de jeu avait des effets thérapeutiques. On pouvait réduire le trauma chez certains enfants en jouant à Tetris. L'expérience qu'offre le virtuel est très individuelle. En cela, elle inquiète beaucoup et elle fait frémir les philosophes. Mais elle développe en nous l'imagination qui est impérative pour vivre. Dans l'émission Comment le cinéma peut-il changer notre vie, passée il y a 1 an sur France Culture, Éric Libiot rappelle une phrase de François Truffaut. Quand Truffaut, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, il y avait un slogan qui disait « Quand on aime la vie, on va au cinéma ». Et Truffaut était absolument contre ce slogan en disant « Ben non, au contraire, c'est quand on n'aime pas la vie qu'on va au cinéma ou quand on aime autre chose qu'on va au cinéma ». Ici, Truffaut admet qu'il abandonne une réalité qui ne lui convient pas. Le virtuel est alors un lieu de refuge. Pour moi, Truffaut a totalement tort. Le virtuel n'est pas un lieu d'abandon. C'est une manière de se construire pour affronter le réel. Et au final, ce virtuel... on accepte, au final, ce virtuel va nous montrer des éléments durs de la réalité qui vont nous permettre de les affronter. C'est indissociable. C'est-à-dire que sans le virtuel, il est impossible d'affronter le réel et d'essayer d'y vivre. Le virtuel n'est pas le réel, et il ne peut pas l'être, mais il permet de réfléchir sur le réel. Le privilège du double est de poser de la manière la plus aiguë la question du réel, de la réalité et de ce qu'on se représente comme le réel, d'en être un révélateur. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on sait bien, en jouant, que c'est un jeu. Quasiment tous les jeux nous ramènent à notre condition de joueur en questionnant notre liberté, de la même manière que tous les films nous ramènent à notre condition de spectateur. C'est drôle, mais en nous montrant ô combien on est impuissant sur le réel, ces jeux et ces films nous rendent plus libres. Blâmer l'art et les écrans comme responsables de notre aliénation, c'est stupide. S'isoler par peur et paresse, c'est stupide. Il y a peut-être une manière plus intelligente de vivre avec le virtuel.
Mais le débat reste ouvert, et peut-être le ralentissement du progrès nous permettra d'y voir plus clair. Ce monolithe noir et marron, qui nous étonne et nous attache, on y lira, passant cette pierre te cache, la ruine d'une prison.